Alors que les canons poursuivent leur œuvre de mort, l'armistice est dans toutes les têtes. Les rumeurs circulent, on ne sait plus pourquoi on se bat. Le bombardement est plus infernal que jamais. Le général prussien Udo von Tresckow est pressé d'en finir avant l'expiration de l'armistice le 19 février. Le capitaine Châtel, parti à Bâle pour savoir ce qu'il se passe en France, n'est toujours pas revenu. On attend son retour avec une impatience fébrile, car la réponse qu'il apportera décidera du sort de la ville, souligne le lieutenant Léon Belin. On apprend que des élections législatives ont eu lieu en France et que parmi les députés élus figurent le colonel Aristide Denfert-Rochereau et le préfet du Haut-Rhin, Jules Grosjean. Le 10 février, ce dernier est autorisé par le général prussien à quitter Belfort pour aller siéger à l'Assemblée législative qui se réunit à Bordeaux. Nous résistons, et nous ne comprenons pas la raison de notre résistance. L'anéantissement de nos armées rend la Prusse maîtresse des destinées de notre pauvre France. Elle dictera les conditions de paix que bon lui semblera. Que peut lui importer la défense ou la conquête de Belfort ? Si ses armes ne lui donnent pas notre forteresse, le traité de paix la lui attribuera en même temps que l'Alsace. Se désole Léon Belin. Face aux rumeurs qui circulent, à l'incompréhension générale sur la situation de Belfort, le colonel Aristide Denfert-Rochereau se résout à demander un armistice au général von Tresckow. Il fallait en ces moments terribles compter avec l'opinion publique pour être mieux maître de chacun. C'est ce qui décida le gouverneur à céder. Non dans le but probable d'obtenir un armistice, mais dans le but plus certain de se procurer un refus écrit qu'il put rendre public. Explique Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie. C'est d'ailleurs ce qui se produit. Le général prussien refuse l'armistice. Le colonel Denfert-Rochereau demande aux officiers de redoubler de vigilance, car cette prolongation de résistance pouvait avoir les plus grandes conséquences pour conserver la place à la France, sinon pour empêcher la garnison d'être prisonnière de guerre. La pluie de fer se poursuit donc sans répit. Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie estiment que 10 à 12 000 projectiles sont tirés chaque jour par les Prussiens. Tir effrayant si l'on considère le peu d'étendue de la place. Au château, la situation devient intenable pour la famille de mademoiselle M. Caron. Les éclats viennent frapper notre porte. Tout le monde est à bout de patience et de peine. Nous ne dormons plus du tout la nuit. Sa famille doit abandonner sa casemate et se réfugier dans un petit souterrain attenant à celui des sous-officiers d'artillerie. Il y pleut à un bout. À l'autre bout, sur des caisses à biscuits vides, nous installons un lit pour 4. Elle a entendu dire que les Prussiens veulent anéantir la ville et les habitants avant 10 jours. Terré dans sa cave, rue des 80, Gaston Damé note, le 11 février, « Ce matin, la voix formidable du canon n'a pas cessé de se faire entendre, et de nombreuses victimes sont encore à déplorer. Dans tous sens, nous sommes écrasés par les projectiles. Un cercle de feu nous entoure. Ce cercle de feu provoque, dans la nuit du 12 au 13 février, l'incendie du bâtiment qui abrite les écoles communales rue de l'Étuve, à quelques mètres à peine de l'Arsenal. Les flammes s'élevaient à une hauteur prodigieuse et projetaient des rougeâtres reflets sur les parois dévastées des maisons et des édifices environnants, menacés eux-mêmes d'être envahis par le feu. Le bruit du canon de nos forts répondant à celui des batteries de l'ennemi contribuait à augmenter l'effet terrible et grandiose de cette scène de désolation, dont les témoins pouvaient se croire arrivés au suprême instant de la ruine de leur cité. Se souvient Édouard Mény, maire de Belfort. Les efforts des habitants et des soldats permettent d'éviter que le feu ne se propage à l'Arsenal et aux maisons voisines. Le 13 février, le général von Tresckow envoie un courrier au colonel Denfert-Rochereau. « Je me suis établi sur les perches et je possède maintenant les moyens nécessaires pour détruire le château. C'est de vous seul qu'il dépend maintenant d'épargner, par la conclusion d'une capitulation honorable, une plus grande effusion de sang. Je n'attends pas de réponse précise, mais j'attendrai 12 heures avant de recommencer mes attaques renforcées. Si d'ici là je ne reçois pas de vous une proposition acceptable, je ne reculerai pas devant les mesures les plus extrêmes, certain que, pour accomplir ma mission, un seul chemin m'est tracé. » Face à cet ultimatum, le commandant de la place ne voit qu'une réponse possible, le silence. Il décide donc d'attendre la suite des événements lorsqu'un nouveau messager du général prussien est annoncé. Il apporte une dépêche du ministre des Affaires étrangères français, Ernest Picard, contresignée par le chancelier allemand Otto von Bismarck. Le commandant de Belfort est autorisé, vu les circonstances, à la reddition de la place. La garnison sortira avec les honneurs de la guerre et emportera les archives de la place. Elle ralliera le poste français le plus voisin. Aristide Denfert-Rochereau refuse de s'en remettre à cette dépêche sans avoir vérifié les ordres du gouvernement français. Il obtient une suspension d'armes, le temps d'envoyer à Bâle un deuxième officier. Cette suspension commence le 13 février à 23h, mais le bombardement a cessé depuis plusieurs heures déjà. On n'entendit plus le canon de Belfort.